Bonjour à tous. 7 mai 1954, il y a 70 ans, jour pour jour, au nord du Vietnam, près de la frontière avec le Laos, la bataille de Dien Bien Phu se termine. Elle oppose depuis le 13 mars les combattants du Viet Minh et l'armée française prise à son propre piège. Assiégés, les combattants du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient et les troupes autochtones vont vivre plusieurs semaines d'enfer. Les survivants prisonniers connaîtront ensuite une captivité souvent inhumaine. C'est cette page sombre pour l'armée française que nous allons évoquer aujourd'hui en compagnie de notre invité François Cochet. François Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur agrégé, aujourd'hui professeur émérite de l'Université de Lorraine-Metz et vous êtes un spécialiste de l'expérience combattante et de la mémoire des guerres. Alors vous êtes l'auteur de très nombreuses publications, une trentaine, notamment sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Je peux citer La Française en guerre de 1870 à nos jours chez Perrin, en 2010 paru en 2017. La guerre des années folles, 1919-1925, toujours chez Passé Composé cette fois-ci, en 2021. Plusieurs ouvrages également sur l'expérience combattante, parus chez Rive-Neuve entre 2011 et 2014. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez dirigé avec Yvan Cadeau et Rémi Porte un dictionnaire de la guerre d'Indochine, paru chez Perrin en 2021. Alors, en 1953, voilà 8 ans que la guerre d'Indochine a débuté. Quelle est d'une part la situation politique, c'est-à-dire les buts de guerre déterminés par le gouvernement, et ensuite la situation militaire d'autre part? Alors commençons par la situation militaire, c'est plus simple. Si vous voulez. Il faut distinguer effectivement plusieurs phases de cette guerre d'Indochine qui dure depuis 1945 en fait. Première phase qui a été une phase de reconquête coloniale. C'est la 12e DB qui a été chargée de ça, c'est Leclerc qui est chargé de cela par la toute jeune 4e République. Et il s'agit effectivement de remettre de l'ordre dans la péninsule indochinoise qui a été considérablement bouleversée pendant la Deuxième Guerre, puisque occupée par les Japonais, notamment en plusieurs étapes, à partir de 1940, puis surtout 1945. Donc, phase de reconquête, très mal vue, il faut le signaler, très mal vue des Américains, parce que les Américains voient cette phase de recolonisation, justement, comme une phase de reconquête coloniale. Or, ils sont très hostiles à cette notion de colonisation. L'armée française de 1946, qui combat en Indochine, est une armée pauvre. C'est une armée de briques et de broc, c'est une armée qui récupère des matériels chez les Japonais, chez les Anglais, etc. Et qui vient de terminer la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. En face, le Viet Minh est tout aussi pauvre. Il y a un équilibre donc de la pauvreté, si je puis dire. Mais les Américains ne soutiennent absolument pas cette première phase de la guerre, puisque pour eux, c'est encore une fois une phase de reconquête coloniale. Cette première phase dure jusqu'à 1949, fin 49. Là, il y a une deuxième phase qui s'implique, parce que la situation mondiale a considérablement changé. Décembre 49, c'est la victoire de Mao Zedong en Chine. C'est donc la victoire des communistes chinois, avec bien entendu une frontière avec l'Indochine, frontière au Tonkin, dans le nord de l'Indochine. Et là, c'est une catastrophe pour les Français, puisque désormais, il y a une fidélité, je dirais, non seulement idéologique, mais en termes de matériel, qui peut s'exprimer à plein. C'est-à-dire que le Viet Minh, qui était une armée pauvre, une armée révolutionnaire pauvre, se voit doté de plus en plus de matériel de plus en plus lourd, avec des volontaires chinois pour servir de colis, etc. Et ça se manifeste d'une manière ahurissante pour les Français. La première grande défaite française, c'est octobre 1950. C'est la fameuse défaite de la RC4, de la route coloniale numéro 4, qui longe effectivement la frontière tonkinoise et dans lequel vous avez une dizaine de bataillons français qui sont laminés, exterminés, en voulant évacuer l'Anson, par exemple. Donc, cette défaite de la RC4 d'octobre 1950 est un véritable signal d'alarme pour les militaires français. Parce qu'ils s'aperçoivent que vous avez une montée en puissance du Viet Minh, à laquelle ne répond pas encore une montée en puissance française. Mais c'est un changement de cap pour les militaires français, c'est aussi un changement de cap pour les Américains. Parce qu'avec la victoire communiste en Chine, les Américains se rendent compte que l'Indochine fait partie d'une stratégie globale communiste. Et que, au nom de la stratégie des dominos, si l'Indochine tombe, c'est
une grande partie de l'Extrême-Orient qui va tomber. Donc, changement de cap aussi pour les Américains à partir d'octobre 50, fin 49 en fait déjà. L'hostilité qu'ils développaient à l'égard des Français se transforme en soutien. Et en soutien qui va prendre des formes de livraison de matériel, de livraison de pièces détachées, ce à quoi ils se refusaient auparavant, et de financement de la guerre. En 1954, plus de la moitié des dépenses de la guerre d'Indochine sont prises en charge en fait indirectement par les États-Unis. La troisième phase de cette guerre, c'est à la suite du choc, pas seulement psychologique, mais du choc militaire que constitue cette défaite de la RC4, l'arrivée de Jean de Lattre de Tassigny. Jean de Lattre arrive en 51, va rester jusqu'en 52, et ça correspond à une période clé, une espèce de période rose, en quelque sorte, du moral des troupes françaises, puisque par ses discours, mais aussi par ses actions militaires, de Lattre de Tassigny va permettre de remonter le moral des troupes qui sentent qu'elles sont dirigées, qui sentent qu'il y a un cap, notamment par la fortification du golfe du Tonkin, du delta du Tonkin. Et là, ça se solde effectivement par une série 51-52 de victoires militaires contre le Viet Minh de Giap, qui est en sérieuse difficulté fin 51, début 52. Ça, c'est la deuxième phase. Nous sommes maintenant en 53 et Jean de Lattre est parti, il meurt à Paris de son cancer et c'est Raoul Salon qui le remplace, puis qui va être remplacé effectivement en 53 aussi par un autre général. Notons au passage que sur l'ensemble de la durée de la guerre d'Indochine jusqu'en 54, il n'y aura pas moins de 7 généraux en chef qui vont se succéder. C'est terrible parce que ça signifie qu'il n'y a pas une continuité opérationnelle et ça signifie, comme vous le dites effectivement, qu'il n'y a pas de continuité politique. En gros, la 4e République ne sait pas ce qu'elle veut faire de l'Indochine. Ce sont des gouvernements de centre-gauche qui appartiennent plus ou moins au ce qu'on appelle le lobby colonial, qui veulent garder l'Indochine, mais qui en même temps ne veulent pas faire la guerre jusqu'au bout. Qui négocient en permanence, et on envoie des troupes d'assez médiocre qualité, souvent. Qui sont des troupes qui ne sont pas... C'est pas le contingent, il faut le préciser. C'est pas le contingent. Il y a, bien entendu, chez les hommes politiques de la 4e, un refus très fort d'envoyer le contingent. Et donc, pas de ligne politique cohérente, un remplacement de Salan par le général Navarre, qui ne connaît rien à l'Indochine. On va en venir, mais avant, est-ce qu'il y a des buts de guerre qui sont déterminés par le gouvernement ? Non. Non, il n'y a pas véritablement de but de guerre. On ne sait pas que faire de cette colonie ou de cette union, puisqu'il y a différents statuts d'État différents dans la péninsule. Simplement, ce que l'on veut, ce que les hommes politiques de la 4e République veulent, c'est sortir de la guerre. Sortir de la guerre, c'est pratiquement le seul but, puisque on a compris dès justement le désastre de la RC4 qu'on ne pourrait pas l'emporter militairement. Leclerc, lorsqu'il était arrivé en 1945, avait dit « Donnez-moi 500 000 hommes et je gagne ». C'était vrai en 1945, ça n'est plus vrai. C'est plus vrai en 1953. En 1953. Et d'autre part, il n'y aura jamais les 500 000 hommes, parce qu'on va être à 200, 250 000 hommes, quand le Viet Minh, lui, monte en puissance avec des chiffres à 400 000. Donc en 1953, la 4e République connaît un nouveau président du Conseil. Il faut dire qu'il y a une valse des gouvernements permanents, donc ça n'aide pas, j'imagine. Voilà. Donc là, c'est René Mayer qui est un radical socialiste. Oui. Et là, comme vous l'avez dit, c'est lui qui remplace donc Salan. Qui va remplacer Salan, effectivement. Il y a 3 gouvernements successifs sur la fin de la guerre d'Indochine. Il y a René Mayer, donc, puis Laniel, pendant la bataille de Dien Bien Phu, et enfin Madès France pendant la conférence de Genève. Alors, Mayer nomme donc un Navarre qui a fait sa carrière dans le renseignement militaire, qui ne connaît rien à l'Indochine. Alors, c'est présenté comme un avantage à l'époque, puisqu'on estime que Salan, qui lui, au contraire, était surnommé le mandarin, qui connaissait tous les rouages de la guerre d'Indochine, mais on le juge un peu trop mou, Salan, pas assez offensif. Donc, Navarre est nommé.
dans une perspective, je dirais, modérément offensive. Il s'agit effectivement de faire un plan étalé sur 2 ans, Oui. qui va permettre à terme, au bout des 2 ans, de reprendre une véritable offensive contre le Viet Minh. Mais le seul but réel qui est donné par Mayer à Navarre, c'est, je le cite, de préparer une sortie honorable de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut, si vous me permettez l'expression, se dépatouiller de cette guerre. Il faut en sortir. Il faut en sortir parce qu'elle est coûteuse, parce qu'elle est impopulaire, parce qu'on se bat à 12 000, 15 000 kilomètres de la métropole, que la propagande communiste est fort efficace, a réussi à populariser le thème de la sale guerre. Hein. On prétend qu'on se bat pour Michelin, pour les plantations d'EVA, etc. C'est une guerre qui n'est pas comprise par la métropole, sauf par les familles de combattants, hein, qui, elles, savent ce dont il s'agit. Mais c'est une guerre qui est impopulaire, c'est une guerre incomprise, c'est une guerre coûteuse, à un moment où, n'oublions pas, que la France est militairement en face de ce que j'appelle l'otanisation. Le traité de l'Atlantique Nord a été signé en 1949 et la France doit s'engager à fournir un certain nombre de divisions blindées pour s'opposer aux forces du pacte de Varsovie. Donc, les meilleures troupes et les meilleurs matériels sont réservés au théâtre d'opération ouest européen et on a tendance à envoyer en Indochine non pas les moins bons matériels, mais effectivement des matériels souvent surannés. Alors quel est le plan de Navarre? Alors, le plan dit dans 2 ans, donc il y a plusieurs phases, j'imagine. Voilà, la mission donnée à Navarre, c'est en fait une phase 53-54, qui passe par la pacification du sud de l'Indochine, hein, avec une simple défense du nord, mais on se concentre en 53-54 sur le sud, et on opère ce qu'on appelle le jaunissement. C'est-à-dire qu'on va rétrocéder un certain nombre de missions militaires aux troupes des nations vietnamiennes, hein, d'Indochine. Ça, c'est la première phase. Doit suivre ensuite une deuxième phase, 54-55, où là, grâce au jaunissement des unités, on va pouvoir, en ayant libéré un certain nombre de troupes métropolitaines ou de troupes légions étrangères, parachutistes et troupes donc, de l'Empire colonial français, on va pouvoir théoriquement disposer d'une masse de manœuvres en 54-55, permettant de reprendre l'offensive, y compris au nord. Bon, ça c'est le plan. Ça c'est le plan. D'entrée de jeu. C'était un plan réaliste ou... Pas très réaliste. Pas très réaliste parce qu'il ne tient pas compte des évolutions rapides sur le terrain. Il ne tient pas compte notamment de 2 facteurs à mon sens. Premier facteur, la Chine. Les Chinois qui vont, à partir effectivement de 53, encore augmenter leur aide au Viet Minh. Alors, notamment sous forme de matériel. Hein. Alors, on parle de canons anti-aériens, de canons tout court, etc. On va y revenir. Mais sous la forme aussi de camions. Hein. La propagande Viet Minh dira à propos de Dien Bien Phu que la bataille a été gagnée par les vélos portant de lourdes charges avec des paysans poussant ces vélos. Mais c'est oublier le nombre de camions Molotova fabriqués par la Chine sous licence, qui vont irriguer littéralement la bataille. Donc, cette sous-estimation de la puissance chinoise et de l'aide que cette puissance chinoise apporte au Viet Minh est complètement patente. Premier obstacle au déroulement du plan Navarre. Deuxième obstacle, l'attitude que j'appellerais opportuniste de Giap. C'est-à-dire que Giap, en 53, c'est pas trop comment réagir. Est-ce qu'il convient de s'attaquer au delta du Tonkin ? C'est la zone la plus proche des fortes bases arrières du Viet Minh, le Tonkin. Mais c'est aussi la zone fortifiée par Jean Delattre de Tassigny. Donc ce serait prendre un risque. L'avantage, c'est que c'est un grenier à riz et que ça permettrait effectivement de nourrir les soldats Viet Minh. Et
et Giap va être opportuniste au sens où il va savoir profiter des événements. Hein. Et profiter des événements, ça veut dire qu'il comprend l'intérêt que les Français vont trouver à l'installation d'une base aéroterrestre dans la plaine de Dien Bien Phu, et il va savoir réagir. Parce que la menace, c'est quoi pour les Français? C'est l'invasion du Laos ou du... Alors, c'est effectivement faire une base aéroterrestre à Dien Bien Phu, donc 400 km au nord-ouest de Hanoï. C'est bloquer la voie du Laos, mais c'est surtout aussi symboliquement soutenir les maquis pro-français. Il y a de très nombreux maquis pro-français qui ont été organisés par la branche armée du contre-espionnage français, le SDEC. C'est les groupements de commandos mixtes aéroportés qui ont organisé, notamment en pays thaï, et Dien Bien Phu est en pays thaï, des maquis pro-français qui sont très très gênants pour le Viet Minh. Pour nos téléspectateurs, le pays thaï, c'est pas la Thaïlande, c'est dans le nord. C'est le nord, c'est dans le Tonkin, c'est-à-dire au nord de la péninsule indo-chinoise. Donc danger dans ce coin-là. Donc c'est ce qui va pousser Navarre là à occuper, à créer sa base aéroterrestre. On va revenir à expliquer ce que c'est. Mais pourquoi s'installe-t-il à Dien Bien Phu? Pourquoi s'installer à Dien Bien Phu? D'abord, c'est la seule plaine d'envergure du pays thaï. Parce qu'on parle de cuvette. Oui, alors c'est un terme qui me semble inapproprié. Si vous voulez, c'est une cuvette de 17 km sur 8 km. Ça fait quand même une belle grande cuvette. Hein. Je préfère parler de plaine de Dien Bien Phu. Alors, c'est la seule plaine importante, donc qui va pouvoir permettre d'installer par exemple une piste d'aviation, qui est au cœur même de la notion de base aéroterrestre. Et pourquoi s'installer en pays ennemi? Parce que nous sommes en pays ennemi, tenus déjà par le Viet Minh. Il s'agit de fixer l'adversaire. Il s'agit éventuellement de rayonner à partir de la base aéroterrestre, c'est-à-dire de se servir de la base aéroterrestre comme point de départ pour lancer des opérations limitées de part et d'autre du camp. Et il s'agit éventuellement aussi d'attirer le corps de bataille Viet Minh pour lui briser les reins au nom de la supériorité d'artillerie et d'aviation française. Et cette notion de base aéroterrestre, c'est nouveau dans la tactique militaire? Qui l'a inventé? Pas tellement nouveau. D'une part, ça remonte à ce qu'on appelle la technique du hérisson, qui est employée dans toutes les guerres et qui a été notamment employée en juin 1940 dans la défense française. Mais surtout, la proximité immédiate est avec l'année 1952, où Salan avait organisé, déjà en pays ennemi, mais moins loin en pays ennemi, non pas à 400 km mais à 200, une base aéroterrestre de ce type à Nassan. Et il avait bien réussi son coup, si je puis dire, puisque, effectivement, à Nassan, il avait attiré donc une bonne partie du corps de bataille de Giap, et ce corps de bataille s'était vu littéralement briser les reins par le jeu conjoint des forces de cette base aéronavale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base aéronavale, en gros? Aéroterrestre. Aéroterrestre, pardon, excusez-moi. Une piste d'aviation qui permet le ravitaillement, qui permet aussi l'évacuation des blessés, qui permet d'avoir des avions à demeure qui vont pouvoir faire de l'appui au sol. Ça, c'est l'artère vitale, la piste d'aviation. Deuxièmement, une forte puissance d'artillerie. Qui obtient la supériorité de feu par rapport à l'adversaire. Et, si possible, et c'est le cas à Nassan, ce sera encore le cas à Dien Bien Phu, aux alentours de la plaine, des sommets tenus par les Français, qui ont pour fonction de protéger le camp principal. Donc, supériorité aérienne, supériorité de feu d'artillerie et contrôle de l'espace central. C'est ce concept-là qui joue à plein en 52 à Nassan, qui se solde effectivement par une défaite cuisante du Viet Minh, dont une bonne partie du corps de bataille est détruit. Et Giap le reconnaîtra lui-même. Mais justement, Giap va en tirer toutes les conclusions nécessaires.
Et côté français, on se dit, si ça a marché à Nassan, ça doit remarcher à Dien Bien Phu. Bien Phu. Donc cette base aéroterrestre est établie en novembre, c'est ce qu'on appelle l'opération Castor. Et pour l'établir, on arrive comment? Avec des camions, avec des paras, avec... Non, on est à 400 km de Hanoï, on est en plein territoire ennemi. C'est-à-dire que ça signifie opération aéroportée. Donc 3 bataillons de parachutistes sont largués, donc le 20 novembre 1953. Il y a des chez combats, l'ennemi. Il y a des combats tout de suite. Ah oui, bien sûr, parce que les paras sont largués chez l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi est déjà à Dien Bien Phu. Il est à Dien Bien Phu. Et donc, il faut nettoyer la plaine et il faut ensuite organiser la plaine. Alors, avec des travaux assez spectaculaires. Le premier acte va consister effectivement à construire une piste d'aviation. On a parachuté également les engins de terrassement On a parachuté dans un premier temps des bulldozers, notamment en pièces détachées, qui ont été remontés. Et puis quand la piste d'aviation sera opérationnelle, avec des lattes de tôle, oui. Eh bien, ce seront des avions de transport qui vont acheminer tout le système défensif, si vous voulez, de la base aéroterrestre, dont 6 chasseurs Bearcats qui sont là comme soutien aérien de la base, et un peloton de blindés, sous la direction du capitaine Hervouette, qui va mourir d'ailleurs en camp de prisonniers, qui a à sa disposition 6 Chaffee, chars moyens équipés d'un 75. Et on met combien de temps à monter cette base? Alors c'est fait, si vous voulez, dans les jours qui suivent le parachutage du 20 novembre. En gros, on peut considérer que fin décembre 53, l'essentiel du camp est... Il n'y a pas d'infrastructure en dur. Non, il n'y a pas d'infrastructure en dur. Il y a des abris qui sont creusés. Et c'est d'ailleurs ce qui va s'avérer terriblement dangereux pour la défense. Il n'y a pas d'abris bétonnés, notamment. Il y a des abris donc en troncs d'arbres, de coco, etc. Mais ça ne résiste pas aux obus lourds. Et le fait qu'il n'y ait pas d'abri bétonné révèle un facteur déterminant, à savoir qu'il y a eu, chez les Français, dès le départ, une sous-estimation du potentiel ennemi. Une espèce de complexe de supériorité. Qui va se révéler par la suite. Pendant Navarre vient du renseignement, donc on peut imaginer qu'il aurait eu tout. Mais le renseignement qu'on lui a transmis, les services de renseignement en Indochine sont pas mauvais, mais ils sont pas quand même toujours à la pointe de la nouveauté, et Navarre a été assez peu renseigné sur les possibilités, notamment d'artillerie Viet Minh, mais ça a été une vraie surprise. On va en reparler. Alors, donc, cette base est installée, quelle est la réaction de Giap? Il prend tout de suite une décision? Qu'est-ce qu'il fait Parce que là, Dien Bien Phu est encerclé finalement. On peut considérer que Dien Bien Phu est littéralement encerclé dès la fin du mois de décembre 1953. C'est-à-dire que la mission de rayonnement autour de la base qui était prévue tombe d'elle-même, n'est plus possible déjà fin décembre 1953, parce que le Viet Minh a verrouillé. Donc les quelques tentatives d'aller chercher notamment du renseignement de part et d'autre du camp retranché tombent à plat. Toutes les unités se font laminer dès qu'elles essaient de sortir. Donc effectivement, dès fin décembre 1953, on peut considérer que le camp est encerclé. Et Giap ne fait rien? Alors Giap hésite. Giap hésite jusqu'au mois de janvier 1954. Est-ce qu'il lui faut accepter la bataille ou pas? Est-ce qu'il lui faut tenter de s'emparer du camp, ou est-ce qu'il faut au contraire lancer une opération sur le delta du Tonkin? Bon, c'est en gros au mois de janvier qu'il prend la décision d'accepter la bataille. Alors, a-t-il pris la décision sous la houlette de conseillers chinois? Aujourd'hui, c'est une affaire sino-vietnamienne d'envergure. Qui a gagné la bataille de Dien Bien Phu? Sont-ce les conseillers chinois? Est-ce Giap lui-même? Bon, en tout cas, il y a de nombreux conseillers chinois dans le staff, si vous me permettez l'expression,
de Giap. Donc, janvier, il décide d'accepter la bataille. Et c'est aussi le moment où les Français décident d'accepter la bataille en pensant qu'ils sont en état de supériorité d'artillerie et d'aviation. Giap tergiverse quand même, renonce à lancer l'assaut jusqu'à mi-février. C'est mi-février, effectivement, il y a un événement qui survient. Alors, là, il y a un événement gravissime pour les Français qui survient, à savoir que les Nations Unies annoncent la tenue d'une conférence à Genève au printemps 54, prévue pour mai-juin 54, une conférence qui doit régler le sort de l'Indochine française. Et vous voyez ce que ça signifie, puisque ça signifie très concrètement qu'au niveau de l'ONU, la politique française en Indochine est loin de faire l'unanimité, puisque cette politique française est vue comme une politique colonialiste. Et notamment par le bloc communiste, bien entendu, mais aussi par ceux qu'on appelle les non-alignés, qui sont en fait très peu non-alignés. Donc, Giap a incontestablement eu raison d'attendre la mi-février pour prendre la décision d'accepter véritablement la bataille. Et à partir du moment où il accepte la bataille, il fait procéder, là aussi avec l'aide de nombreux coulis chinois notamment, et sans doute avec l'aide de quelques généraux chinois, il fait procéder à un véritable machinage, si je puis dire, du champ de bataille futur. C'est-à-dire qu'il dispose d'une artillerie nombreuse. Et les Français vont faire la surprise, vont en avoir la surprise à leurs dépens, mais notamment des pièces de 105. Ces pièces sont démontées, montées à bout de bras sur les collines, dominant les collines elles-mêmes qui verrouillent le camp retranché, et sont installées dans des cavités, c'est-à-dire dans des grottes, soit creusées, soit naturelles et dont on profite, et de manière à ce que les feux de l'artillerie Viet Minh soient masqués. Les Français sont persuadés d'avoir une supériorité d'artillerie. Qu'est-ce qu'on a comme artillerie ? Alors, on a du 155, du 105 et puis des mortiers de 120. Et c'est le colonel Pirot qui commande l'artillerie à Dien Bien Phu. Pirot est un soldat courageux qui a fait une très belle Seconde Guerre mondiale, notamment dans le corps expéditionnaire de Juin en Italie, qui est amputé d'ailleurs d'un bras. Et en janvier-février, et même encore mars 1954, il y a de très nombreuses visites officielles dans le camp. Il y a de très nombreux ministres qui viennent voir l'installation du camp, et l'un d'eux propose au colonel Pirot davantage de pièces, et Pirot refuse en disant non, j'ai ce qu'il faut, compte tenu de ce que va être le feu adverse, je n'ai pas de besoin. Compte tenu de ce que va être le feu adverse, dites-vous, c'est-à-dire qu'on attend vraiment la bataille. Oui, on sait que la bataille va... On sait que la bataille va arriver. Et de ce point de vue-là, les services de renseignement français ont très bien travaillé parce qu'ils savaient au jour près et à l'heure près que ce serait le 13 mars 1954. Donc il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et les centres de... Tout le monde est en alerte. Il y a les fameux centres de résistance, là, ceux qui portent tous des prénoms de femmes. Ils sont équipés en artillerie ou c'est tenu par des fantassins ? Ah non, il n'y a pas que des fantassins, il y a des points d'appui. Les points d'appui sont effectivement déclinés en centres d'artillerie et en centres de mortier. Et puis il y a effectivement les pièces les plus lourdes, notamment les 155, qui sont dans le camp principal, dans le réduit principal. Bon, mais effectivement, le premier jour de la bataille, le 13 mars 1954, révèle mais une surprise énorme. Et voilà, donc le 13 mars... Autant on savait le jour et l'heure du déclenchement de l'offensive Viet Minh, autant on était loin d'imaginer la puissance de feu. Donc qu'est-ce qui se passe le 13 mars ? Le 13 mars, donc le Viet Minh déclenche un feu d'artillerie qui, aux yeux de nombreux témoins, ressemble à la puissance de feu qu'on avait durant la Grande Guerre. Et c'est une surprise totale, à tel point que le colonel Pirot se suicide avec une grenade, parce qu'il a manqué à ses devoirs de prévision, je dirais. Il se sent responsable de cet échec. Et en 3 jours,
En 3 jours, donc les 14, 15 mars, 3 points d'appui, 3 centres de résistance tombent. Donc Béatrice, Gabriel et Anne-Marie. Et Béatrice, notamment, est tenue par des troupes en qui on avait pleinement confiance. C'était un bataillon de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Donc, pas franchement des mauviettes. Hein. Et là, ça donne une idée, effectivement, de la puissance de feu qui a été subie. Alors, ces points tombent uniquement par l'artillerie ou également et par assaut. Et par assaut, assaut, bien entendu. Rapproché. Hein. Et donc là, c'est tout le plan navarre, tout le plan, je dirais même, de la résistance aéroterrestre qui s'effondre, parce que, avec la chute de Béatrice, de Gabriel et d'Anne-Marie, c'est toute la partie nord de défense du camp qui tombe en 3 jours. Hein. Vous ajoutez à cela le fait que les 6 Bearcat, les 6 avions chasseurs ne peuvent plus décoller et sont détruits au sol. C'est-à-dire qu'en quelques jours, Dien Bien Phu perd une grande partie de sa capacité contre-offensive. C'est une catastrophe. Deuxième catastrophe, c'est le 26 mars, lorsque, effectivement, la piste d'aviation n'est plus utilisable. Non seulement les Bearcats ne peuvent plus décoller, ils n'existent plus, ils ont été détruits, mais le ravitaillement ne peut plus parvenir par voie des C-3, d'avions cargo, entre guillemets. Donc là, ce ne sont ils ne peuvent plus se poser. Que des parachutages. Ouais. Ils ne peuvent plus se poser, plus personne ne peut décoller, ce qui signifie un sort absolument terrible, tragique, dramatique, connu par les blessés qui ne peuvent plus être évacués. Hein. Les derniers hélicoptères sont mitraillés par le Viet Minh. Donc, le 26 mars, avec le fait que la piste soit rendue inaccessible et non opérationnelle, eh bien, on peut commencer à dire que c'est le début de la fin, dès le 26 mars. Hein. Alors, ceci dit, cette première vague d'assaut, cette première phase de la bataille, a été tellement meurtrière pour les troupes d'assaut Viet Minh que Giap est obligé de changer un petit peu de tactique. Les assauts frontaux couplés à l'artillerie sont trop meurtriers. Et donc, il va mener une tactique consistant à asphyxier, je dirais, le camp français, en faisant construire des tranchées, et on revient aux techniques de combat de la Grande Guerre, des tranchées successives de plus en plus proches des tranchées de défense françaises. Et lorsque les tranchées sont vraiment très proches, là, ils lancent des coups de boutoir. Ils lancent des assauts d'infanterie, mais pour lesquels les soldats Viet Minh, les Bo Doi, n'ont que quelques dizaines de mètres à parcourir pour être sur les Français. Hein. Et alors, Dien Bien Phu est isolé. Le seul moyen donc on ne peut plus exfiltrer les blessés, dites-vous. Le seul moyen de ravitaillement, ce sont les parachutages. Alors, il y aura 2 tentatives de désenclavement du camp, mais qui n'aboutiront aucune n'aboutiront. Désenclavement par quel moyen ? Par des contre-offensives venues de l'extérieur de Dien Bien Phu. Mais elles seront laminées, tronçonnées avant même d'arriver au camp. Donc, effectivement. Mais sinon, on n'envoie pas des bombardiers. Alors. La question s'est posée. D'une part, les Français ne disposent pas véritablement de bombardiers lourds type B-25. Ils en ont, mais c'est long à mobiliser. Les Américains leur font une offre de B-29. Le problème, c'est que les distances sont dorénavant très courtes. Et qu'on ne peut pas lancer des bombardiers qui bombardent de haute altitude, les faire déverser leur cargaison de bombes sur des espaces où ils peuvent toucher aussi bien des combattants français du CFO que des Viet Minh. Hein. Et donc l'usage du bombardement aérien est rapidement décliné, si vous voulez. Hein. En revanche, ce qui aurait pu être réalisé, ce sont des opérations massives de strafing au sol. Et là, effectivement, les Français ne disposent pas de moyens matériels suffisamment nombreux
pour désenclaver en quelque sorte Dien Bien Phu. Mais on va en reparler sans doute, mais l'armée de l'air française paye un très lourd tribut à la bataille. On va en parler, mais on va attendre d'abord maintenant le 31 mars, où là, Giap lance un nouvel assaut. Alors, le 31 mars, effectivement, la deuxième grande phase de la bataille, c'est la bataille dite des 5 collines. C'est effectivement à l'est du camp, cette fois. Dans la première phase, on était plutôt au nord du camp. Et là, il va s'agir effectivement de s'emparer des Dominiques et des Élianes. Et les combats sont d'une virulence terrible. On se bat au corps à corps, mais vraiment au corps à corps, à la grenade. Et un combat très rapproché. Cette deuxième phase va durer en gros jusqu'au 10 avril 54. Les Français sont offensifs dans cette deuxième phase. Ils lancent des contre-attaques. Hervouet et ses chars, justement, lancent des contre-attaques. C'est aussi le moment où Bijard lance une contre-attaque. Un certain nombre de terrains sont repris, mais très provisoirement, bien sûr. Et commence à se poser la question du ravitaillement en munitions. Puisque, comme vous l'avez fort bien dit, le seul ravitaillement possible, désormais, c'est par parachutage. Par parachutage imprécis. Parce que la défense antiaérienne Viet Minh est d'une telle densité que les DC-3 se dépêchent de larguer leur cargaison, dont une part très notable tombe chez l'ennemi. Et puis même pour récupérer les containers, c'est la croix et la bannière chez les Français, parce qu'ils doivent faire ça sous le feu de l'ennemi. Donc là, on assiste à de véritables actes d'héroïsme, j'imagine. Oui, bien sûr, des actes d'héroïsme, des actes de sacrifice. Le lieutenant Brunebook qui tire à débouché zéro avec ses pièces d'artillerie, qui lamine un bataillon Viet Minh, mais qui est tué 3 jours après. Oui. Parce qu'ils savent déjà rapidement qu'il n'y a plus d'espoir. Absolument, oui. Le 10 avril, il s'agit de tenir le plus longtemps possible, mais le sort du camp est réglé. Alors justement, avant d'aborder cette phase finale, un mot sur le rôle de l'armée de mer. On a souvent désigné comme responsable de la défaite. Est-ce vrai ? Alors l'armée de l'air s'était peut-être engagée un peu imprudemment dans certaines promesses, puisque l'armée de l'air avait soutenu, donc le général Deschaux, qui commande l'aviation en Indochine, a soutenu le plan Navarre et s'est engagé à livrer 180 tonnes de matériel par jour. Ces livraisons auraient pu être effectivement à peu près réalisées si la piste d'aviation avait tenu. Mais encore une fois, passé le 26 mars, il n'est pas possible de larguer 180 tonnes par jour, et encore une fois, un grand nombre tombe chez l'adversaire. Ceci dit, il faut quand même... donc là, il y a un échec réel de l'armée de l'air, mais qui tient qui tient aussi à la situation géographique du lieu. Nous sommes à 400 km de Hanoï. Vu les autonomies de vol, si vous voulez, des DC-3 ou des avions de chasse destinés à aller strafer, ils peuvent rester 10 minutes, un quart d'heure au-dessus de Dien Bien Phu. C'est une autre difficulté. Et puis, bien entendu, la difficulté principale, ce sont les canons de 37 mm livrés par les Chinois au Viet Minh, des canons anti-aériens. Il y a d'ailleurs la 351e division Viet Minh qui est spécialisée en artillerie, et notamment en artillerie anti-aérienne, et qui va faire des ravages dans les rangs des aviateurs français. 39 avions détruits quand même dans la bataille, 22 personnels navigants de tués, mais 55 portés disparus aussi. C'est-à-dire que les pertes en aviation à Dien Bien Phu représentent quasiment plus que la totalité des pertes de l'aviation sur toute la durée de la guerre. Et des anciens de l'aviation qui avaient connu les bombardements sur l'Allemagne quelques 10 ans auparavant, on comparait la puissance antiaérienne du Viet Minh
à la puissance de la flaque allemande sur la Ruhr. Donc, si vous voulez, c'est une densité de feu qui est très, très réelle. Voilà, c'est en cela qu'on peut parler d'un échec relatif de l'aviation. Et malgré ça, il y a les parachutages quand même continuent, voire des parachutages de combattants qui... Des parachutages de combattants jusqu'à 3 jours avant la chute. Qui sont volontaires à ce moment-là ? Oui, qui sont volontaires, dont certains ne sont pas tous brevetés parachutistes, mais qui sautent quand même pour aller retrouver les copains, les camarades. Alors qu'ils savent pertinemment ce qui les attend. Et il y a encore des tentatives quand même d'atterrissage ? Non. Non, plus rien. Non, passé le fin mars, ça n'est plus possible. La piste est trop démantelée. Donc le 1er mai, c'est... Dernière grande phase. Dernière grande phase. Dernière grande phase de la bataille. La grande attaque. C'est l'attaque finale. Oui. Donc là, la vallée est submergée. Oui, ce qui reste de points d'appui sont effectivement tombent les uns après les autres. Dans des résistances héroïques, mais effectivement, drame de l'honneur en quelque sorte, puisque le sort de la bataille est scellé désormais. Et donc, les tout derniers combats ont lieu le 7 mai. Et comment ça se passe ? L'armée se rend ? Il y a un drapeau blanc ? Non, il n'y a pas de drapeau blanc, il n'y a pas de capitulation. De Castres, qui commande le camp, qui vient d'être d'ailleurs nommé général de brigade le 15 avril, qui a reçu ses étoiles parachutées, informe Hanoï qu'il n'est plus en mesure de se battre et qu'il va cesser le combat. Mais il n'y a pas de reddition stricto sensu, il y a une cessation du combat et, contrairement à ce qu'a affirmé le Viet Minh, il n'y a pas eu de drapeau blanc de hissé. C'est donc les Bodoïs qui déferlent sur ce qui reste de troupes qui se rendent. Et il reste combien d'hommes valides à peu près 13 000 hommes dans la plaine de Dien Bien Phu au départ, 13 bataillons en gros. Il y a 1142 tués officiellement recensés, mais il y a 1606 disparus, essentiellement dans les supplétifs thaïs. Alors, soit qu'ils vont réussir à déserter discrètement, soit surtout qu'ils vont être exécutés immédiatement par le Viet Minh, puisqu'il s'agit de traîtres à leurs yeux. 4400 blessés. Sur une population du camp à 13 000 hommes, donc vous avez en gros un peu plus de 9 à 10 000 prisonniers. Qui eux connaîtront un sort également... Un sort absolument terrible. D'une part, ils vont être humiliés, on va les faire tourner en rond devant Kardai, qui est un metteur en scène soviétique, pour gonfler les effectifs de prisonniers. Les supplétifs Thaï et Hmong vont être immédiatement séparés des troupes du CFO. Les officiers vont être séparés de leurs hommes. Et va s'en suivre ce qu'on appelle une marche à la mort, c'est-à-dire plusieurs jours de marche où les soldats sont privés de leurs chaussures pour qu'ils puissent marcher comme le peuple vietnamien. Où les blessés sont systématiquement achevés et où on va leur faire construire leur propre camp dans la jungle avec des sorts terribles. Et une mortalité terrible également. Alors en conclusion, que peut-on dire de l'attitude des politiques ? Est-ce que leur responsabilité est vraiment engagée dans la défaite, parce qu'il y a Mayer, il y a Lenel, il y a Mendes France, comment ont-ils géré L'attitude des politiques change assez radicalement au moment de la bataille elle-même. C'est-à-dire que Dien Bien Phu, c'est le moment où la Chambre des députés semble retrouver un petit peu le fait qu'il y ait une guerre en Indochine. Et il y aura un hommage rendu donc à la Chambre des députés le 8 mai, auquel, bien entendu, les députés communistes vont refuser de s'associer. Mais il y a, pour la première fois peut-être depuis le début de la guerre, une espèce d'élan de solidarité nationale à l'égard des troupes de Dien Bien Phu. Ça, c'est nouveau. Maintenant, on peut jeter, si vous voulez, une passerelle avec l'Algérie, qui est toute proche chronologiquement, bien évidemment. La guerre d'Algérie commence quelques mois plus tard, en novembre 1954. Et on peut jeter une passerelle à travers la conférence de Genève, où effectivement, Mendes France dit on jette l'éponge, on se retire d'Indochine, par les accords de juin 1954. On va se retirer définitivement. Il y aura encore des troupes jusqu'en 1956, mais enfin, on se retire. Le cessez-le-feu a lieu le mois de juillet 1954. Mais il a prévenu, avant la signature des accords de Genève,
Mendes a prévenu les députés français en disant on peut continuer la guerre, parce que c'est une défaite grave. Mais objectivement, ça pouvait ne pas être la fin de la guerre. Hein. Une partie du corps de bataille français est détruit, mais une partie du corps de bataille vietmine également. Hein. Et Mendes dit très clairement aux députés, on peut continuer. Mais, si vous voulez qu'on continue, il faut que j'envoie le contingent. Et vous voyez la passerelle avec la guerre d'Algérie. Alors, bien entendu, il y a des différences, puisque l'Algérie, c'est la France, ce sont des départements français. Et là, on va pouvoir effectivement engager le contingent, à la différence de l'Indochine, qui ne sont pas des départements français. Mais Mendes a manié en quelque sorte la menace. Et on voit bien qu'effectivement, il y a une continuité dans la gestion de ces guerres via la question du contingent. François Cochet, merci infiniment, c'était passionnant. Donc je renvoie éventuellement au dictionnaire de la guerre d'Indochine que vous avez dirigé avec Yvan Cadeau, François Cochet et Rémi Porte, mais il y a une bonne... j'ai pas compté, il y a combien 49 participants, d'accord, ok. Non, là c'est vraiment la Bible de la guerre d'Indochine. Alors, avant de nous quitter, un conseil de lecture, un ouvrage de Rémi Porte, donc, qui collabore ce dictionnaire de la guerre d'Indochine. Lui, il a écrit un dictionnaire d'histoire militaire de la France des origines à nos jours. Car comme s'il affirmait le général de Gaulle, la France s'est faite à coups d'épée, s'intéresser à son histoire nécessite de prendre en compte son histoire militaire. C'est l'objectif de ce dictionnaire établi donc par Rémi Porte, l'un des meilleurs historiens militaires français. Cet ouvrage comporte plus de 780 entrées, brèves mais aussi complètes que possible, de l'arbalète au canon César, de Vercingétorix au général Bijard, de la bataille de Fontenoy au combat de Timimoun, des guerres d'Italie à l'Afghanistan. C'est un ouvrage essentiel qui intéressera un grand public d'amateurs curieux ou les étudiants désireux de s'immerger dans l'histoire militaire de la France. Et une information que nous demande de communiquer l'ami Reynald Secher. Le 11 mai 2024, au prieuré Saint-Pierre, lien à la chapelle Basse-Mer, c'est à 10 minutes de Nantes, un hommage sera rendu aux victimes des colonnes infernales dont on commémore le 230e anniversaire de leur retrait du territoire de la Vendée le 13 mai 1794, ainsi que le rappel de Turreau, général en chef de l'armée de l'Ouest. À cette occasion sera organisée une journée avec messe, concert, inauguration de 8 bustes en marbre des généraux vendéens, une conférence de Jacques Villemain, juriste spécialisé en crimes de guerre et en droit pénal international, un dîner et pour clôturer la journée, un feu d'artifice. C'est également l'occasion de rappeler la parution du dernier livre fraîchement réédité de Reynald Secher, Guerre de Vendée et génocide à la chapelle Basse-Mer. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Voilà, Martial Bill voulait une chemise. Il l'a. Top, je suis un tireur hors pair, je chasse le bison, j'inspire la crainte aux tribus indiennes, j'incarne presque à moi seul l'esprit de l'Ouest américain, je suis... Qui a dit Buffalo Grill? Bon allez, on va reprendre depuis le début. William Frederick Cody, de son vrai nom, est né dans l'Iowa en 1846. Il va rapidement partir avec sa famille au Kansas et va se retrouver très jeune chef de famille à 11 ans après la mort de son père, blessé mortellement par un militant esclavagiste pendant un discours. Sa famille étant l'une des premières à s'installer dans le Kansas sauvage, William va passer son jeune âge à parcourir les grands espaces et les terres de l'Ouest. Autant vous dire que ça forge le caractère et son premier emploi fut d'ailleurs Pony Express Rider. Là je vous parle pas d'un CDD chez McDo, je vous parle quand même d'un poste de courrier postal à travers des terres hostiles qui grouillent d'Indiens. Par la suite il devient conducteur de convoi, tout aussi dangereux, et s'engage ensuite comme éclaireur dans l'armée pour le 5e régiment de cavalerie. William est bon cavalier. Très bon cavalier. Sa première mission consistera à chasser le bison pour approvisionner les ouvriers qui travaillaient sur la Kansas Union Railroad. Pendant la guerre de sécession, il sera placé sous les ordres du général Sheridan et deviendra même son courrier de l'extrême chargé de traverser des régions grouillant d'Indiens bien remontés.
Après la guerre et après les guerres indiennes, il reprend la chasse au bison et gagne alors son surnom de Buffalo Bill. Buffalo étant la traduction de bison et Bill étant le diminutif de William. Bah voilà, tout s'explique, bah oui. Et autant vous dire qu'en tant que chasseur, il envoie du pâté le fiston. Il gagne même un duel contre Bill Comstock en abattant 69 bisons contre 48, avec les félicitations, il faut le dire, d'Élise Blaise de TV Liberté. De là à dire qu'il est le responsable de la quasi-extinction de l'espèce, c'est allé un peu vite en besogne. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'armée encourageait massivement à l'éradication de cette espèce qui était une ressource vitale pour les Indiens. On payait 25 cents la langue de bison, considérée comme une délicatesse culinaire, au point que parfois on ne se donnait même pas la peine de prélever le reste de la chair et de la peau sur l'animal. Les plaines de l'Ouest se recouvrirent alors de cadavres de bisons sans langue. What have I done? What have I done? Ouais, ça c'est la petite touche à l'américaine, c'est comme ça. Buffalo Bill devient ensuite mercenaire et par la même occasion le cauchemar des tribus indiennes qui le craignaient particulièrement. À cette époque, il sert d'ailleurs de guide à des personnalités célèbres comme par exemple le tsar Alexandre II de Russie. À 26 ans, il croise la route de Ned Buntline, un correspondant de guerre qui va se fasciner pour son histoire au point d'en écrire un feuilleton dans un hebdomadaire new-yorkais. Chez les habitants de la Nouvelle-Angleterre qui sont à milieu des conflits de la frontière se crée un engouement général pour les histoires de l'Ouest sauvage. Convaincu par Buntline, Cody se lance alors dans le monde du spectacle et va voir sa vie basculer. Il débute ses premières tournées en 1872 avec des dialogues simples à l'extrême mais avec une mise en scène originale. Devant un public ébahi, Bill traverse la scène sur son cheval, tire des cartouches à blanc et abat virtuellement des dizaines d'Indiens. Le western est né, tout simplement. C'est à ce moment que Cody, acteur de talent, implante solidement dans l'imaginaire américain l'image de Buffalo Bill. Moustache, barbe en pointe, cheveux longs, chemise brodée, cuissarde à franges, chapeau Stetson, carabine, tout cet attirail va devenir le symbole des cow-boys de l'Ouest. Dans quasiment tous les westerns que vous avez pu voir, le personnage principal ressemble quasiment à ce descriptif. Et pourtant, ils n'étaient pas tous comme ça. Par exemple, le chapeau Stetson, accessoire incontournable de la panoplie cow-boy, était plutôt rare et les cow-boys, les vrais, lui préféraient souvent le sombrero, plus léger et moins chaud. Le sombrero, c'est sûr, ça fait tout de suite moins crédible. En 1883, l'affaire prend une autre dimension et on invente le Wild West, un spectacle qui veut reconstruire authentiquement la vie de la frontière. Associé à Nate Salisbury, il donne au spectacle la forme qu'il conservera pendant 30 ans et fera son succès. Un véritable tableau vivant des scènes de l'Ouest avec des dizaines de figurants, des animaux et même un orchestre. Sur la scène, Cody enfourchait son cheval blanc et se livrait à d'impressionnantes démonstrations équestres. On reconstituait des attaques de diligence par des Indiens, des attaques de colons par des Indiens, des épisodes des guerres indiennes, des rituels indiens, du dressage au lasso et même de la capture de chevaux et de taureaux. Ces derniers étaient réalisés par des garçons vachés, les fameux cow-boys, qui étaient jusque-là relégués au bas de l'échelle sociale, il faut le préciser. Inutile de vous préciser ce qu'on ressentait avec ses yeux de citadin quand on voyait ces scènes de bataille, de chasse avec des dizaines de figurants, des chevaux et des bisons qui courent dans tous les sens. C'était Hollywood. Notons également que Buffalo Bill voulait que le spectacle soit le plus authentique possible, ainsi il engageait de vrais Indiens qui étaient salariés et se servait de vrais accessoires comme par exemple une diligence qu'il a lui-même conduite. Seul bémol, pour le show, il a engagé uniquement des Sioux Lakota, ce qui a réduit
considérablement l'imaginaire occidental aux rituels et aux tenues vestimentaires de cette seule tribu au détriment des 500 autres nations indiennes. Autre précision, les Indiens participaient au spectacle avec ce qu'on pourrait appeler leur tenue de cérémonie avec des coiffes ornées de dizaines de plumes qui étaient en fait plutôt rares et qui n'étaient utilisées que par quelques tribus. Bah oui, mais il fallait faire des quotas, hein. Ils n'étaient pas encore très avancés dans la pensée progressiste à l'époque. Et pour dire à quel point il n'était pas encore très avancé dans le progrès, rappelons qu'il a quand même été reproché à Buffalo Bill de laisser les Indiens porter leur tenue et parler leur langue pendant les spectacles, plutôt que de les voir s'assimiler à la civilisation américaine. Alors les mecs, ils débarquent à l'improviste, ils défouraillent tout ce qui bouge, bisons comme indiens, et ensuite ils demandent aux quelques dizaines de survivants qu'il reste de bien vouloir s'assimiler à la culture américaine. S'assimiler à la civilisation américaine, c'est-à-dire acheter 2 4x4, une télévision à crédit, manger toute l'année au fast-food. Bon, je fais vite, mais en gros, c'est ça. Pour en revenir à Buffalo Bill, qui a été l'ennemi des Indiens à une époque, rappelons qu'il a milité ouvertement pour leur protection, notamment en 1890, lorsque l'armée voulait les exterminer. Il parviendra même à recruter des chefs indiens importants pour son show, le plus célèbre étant Sitting Bull. Et aussi, le grand chasseur de bisons Buffalo Bill militera également pour la survie de l'espèce, notamment dans les années 1880, lorsque celle-ci était quasiment éteinte. Bah, il faut le dire. Revenons à nos moutons. Le spectacle grandiose rencontre un tel succès qu'une tournée en Europe est très vite organisée. La première a lieu en 1887 et passe par Paris. À chaque fois, une foule immense se presse pour admirer l'habile cavalier et surtout pour observer les Indiens, qui étaient la véritable curiosité et le clou du spectacle. Je vous laisse d'ailleurs admirer l'affiche parisienne de l'époque où on voit le visage de Buffalo Bill imprimé sur un bison avec cette simple phrase « Je viens ». Ça en jette, hein. Il faut vous imaginer ce que représentait cette troupe avec des centaines de personnes, des centaines d'animaux dont 300 chevaux et une dizaine de bisons. Il aura fallu 16 navires pour leur faire traverser l'Atlantique, vous imaginez? Et une fois installée sur place, elle prenait l'allure d'un curieux petit village. Pour l'anecdote, l'organisation de cette troupe était tellement bien huilée et tellement efficace que lors de son passage à Berlin, les envoyés du Kaiser prenaient systématiquement des notes dans le but d'améliorer l'armée allemande. Annie Wacklen, la tireur d'élite de la bande, confiera même qu'il lui était impossible de faire un pas sans se retrouver avec une quarantaine d'officiers allemands, carnet de notes à la main en train de prendre des notes pour la logistique. Puis nous derrière on l'a payé cher au final, on connaît la suite. Quoi qu'il en soit, le spectacle sera de retour en Europe en 1902 avec une nouvelle tournée et un passage de 3 mois à Paris, au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Grâce à une arène de 25 000 places s'il vous plaît et 2 représentations par jour, le spectacle attirera 3 millions de visiteurs. Avant de terminer, j'ajoute encore une anecdote. La tournée s'est poursuivie cette fois en province, dans plus de 118 petites et moyennes villes. C'est en Camargue que les Indiens se sentaient le mieux parce qu'ils retrouvaient un paysage familier, des chevaux en liberté et de grands espaces. Dans le sud de la France, les Indiens rencontreront le marquis Folco de Baroncelli-Javon, qui les impressionnera par sa maîtrise du cheval. Une amitié se créera entre eux et le marquis, amoureux des causes perdues et qui partageait les revendications des Indiens, écrira de nombreux poèmes et tournera de nombreux films sur le sujet. Oui, les premiers westerns sont camarguais. En 1892, des Indiens sont même venus honorer la mémoire du marquis à l'occasion des 500 ans de la rencontre entre les tribus amérindiennes et les Français, qui ont, il faut le dire, toujours eu des liens beaucoup plus cordiaux et beaucoup plus fraternels qu'avec ces gros bourrins d'anglo-saxons. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire et d'être de plus en plus nombreux à suivre l'émission sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.